Et bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci de nous retrouver à l'heure, une fois de plus, pour les webinaires et puis les rencontres morning. Alors aujourd'hui, on a une rencontre un petit peu différente puisqu'on va être un petit peu plus dans le plaisir que les sujets qu'on peut aborder régulièrement. Un petit peu plus compliqué. Aujourd'hui, on va écouter un expert, un chef de cave, et on a la grande chance de recevoir Clément Pierlot de la maison des Champagnes Pommery. Petit rappel juste pour les gens qui ne nous connaissent pas, donc on est French Morning, le média pour les Français aux États-Unis. Si vous voulez entendre parler un peu plus de ce qu'on fait, vous nous retrouvez sur frenchmorning.com. Donc, on va rester un petit peu sur le même principe qu'on a d'habitude. Après, bon, ça va être un petit peu différent. On va essayer d'avoir un maximum d'interaction avec les auditeurs et puis avec les gens qui se sont inscrits aujourd'hui. Donc, n'hésitez surtout pas. On vous donnera la parole. Vous pouvez poser des questions à Clément. J'espère que vous avez pu vous procurer les vins puisqu'on avait donné des liens sur wine.com pour pouvoir les commander et les avoir chez vous bien à l'avance. Bonjour Clément, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, très bien. On est très content de pouvoir partager avec vous notre passion pour Pommery dans un format un peu audacieux qu'on apprécie de plus en plus. Le Covid nous a permis finalement de pouvoir partager avec de plus en plus de monde et en direct avec nos consommateurs. Et je trouve que ce format est toujours sympathique. Top, top, top. Je crois qu'on va faire une petite entrée en gamme, vous expliquer un petit peu qui est la Maison Pommery quand même pour que vous puissiez comprendre. Tu voulais nous partager peut-être deux, trois petits slides? Ouais. Alors, Voilà. je vais vous partager quelques slides, effectivement, pour vous parler de l'histoire de la maison et ce que c'est que la maison. Comme le disait Romain, n'hésitez pas à poser des questions pendant tout ce webinaire parce que c'est important. Le vin, c'est de la convivialité, donc n'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a aucune question bête. Au contraire, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir des questions sur tous les sujets et que je puisse essayer de vous répondre le mieux possible. Alors, je vais partager. Yannis Sucet qui est là, je vois Laurent. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou parce que l'idée, c'est bon, voilà, d'échanger aussi. Hein. Voilà. Je vous ai activé vos micros hein, si vous voulez nous dire bonjour. Alors, je vais commencer. Je pense que c'était important. Le texte, on ne va pas se focaliser sur le texte, ceux qui veulent le lire peuvent le lire, mais je voulais surtout vous montrer les photos du domaine. Parce que Pommery, la maison Pommery, c'est avant tout un patrimoine exceptionnel et une histoire incroyable. Et on ne peut pas parler de Pommery sans parler du domaine Pommery, qui est sans doute le plus beau domaine de Champagne. Je ne suis pas très neutre, mais c'est certain que c'est le site de Champagne le plus visité parce qu'on a ce magnifique château bleu en plein cœur de Reims sur un site de 70 hectares. Il faut comprendre que la maison de Champagne-Pommery a été fondée en 1836 par un homme qui s'appelle Greno, Narcisse Greno. C'est pour ça que sur les étiquettes de Champagne-Pommery, vous avez Pommery d'un côté et Greno de l'autre, parce que c'est bien l'association de Monsieur Pommery et de Monsieur Greno. Donc, Monsieur Pommery arrive dans l'aventure en 1856, mais malheureusement, il meurt très rapidement. Il meurt 2 ans après l'association. Donc, finalement, on ne connaîtra pas Monsieur Pommery, il ne restera pas dans l'histoire. Et c'est bien Madame Pommery, sa veuve, qu'on va connaître. Il y a 2 veuves célèbres en Champagne. Donc, une d'elles, c'est la veuve Pommery. Madame Pommery est une femme de génie qui va être très forte, puisqu'on est quand même dans une période difficile de l'histoire de la France, puisqu'on est en pleine guerre avec les Prussiens en 1870. Donc, elle va construire ce domaine en pleine guerre entre 1868 et 1878 avec une idée
incroyable pour le futur de sa marque et le futur de la Champagne, parce qu'elle va révolutionner sa marque, mais elle va surtout révolutionner la Champagne. Il faut savoir qu'avant Madame Pommery, on buvait le champagne très sucré, jusqu'à 150 grammes par litre, c'est-à-dire plus qu'un Coca-Cola. Elle va imaginer un nouveau goût pour le champagne. Elle a fait ses études en Angleterre, elle connaît bien le marché anglais, et les Anglais veulent des champagnes de plus en plus secs. Et donc, elle va imaginer le nouveau champagne. Et pour ça, en fait, elle comprend très vite que le problème du champagne, c'est sa qualité. Parce que si on met du sucre, c'est parce qu'on veut en quelque sorte cacher une qualité qui est sans doute un peu médiocre. Donc, elle va énormément travailler, elle va acheter des vignes, elle va acheter les meilleurs terroirs en Champagne, elle va faire des contrats avec les vignerons pour acheter les raisins non plus au pressoir, mais les acheter sur le pied et prendre le risque de la récolte. C'est ce qui est une révolution à l'époque. Et surtout, elle va construire le domaine. Le domaine, il est gigantesque. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on produit toujours Pommery dans les mêmes bâtiments. À l'époque, Pommery vend 30 000 bouteilles par an. Elle construit ce domaine et à sa mort, elle va vendre 2 millions de bouteilles. La Champagne, à cette époque-là, toute la région vend 10 millions de bouteilles. C'est-à-dire que Pommery, c'est 1/5 de la Champagne. Elle fait un site capable de produire, enfin de stocker 30 millions de bouteilles pour une région qui produit 10 millions. C'est vous dire la vision qu'elle a du futur. À l'heure actuelle, on peut toujours stocker l'ensemble de nos vins dans les caves de la maison. Donc les caves, on est sur un site ici, sur une butte de 30 mètres de craie qui s'appelle la butte Sainte-Nicaise, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc, elle achète finalement un site dont personne ne veut, c'est une sorte de gruyère avec que des crayères gallo-romaines, 120 crayères gallo-romaines qui plongent à 60 mètres sous terre. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller creuser des galeries entre chaque crayère. Elle va faire 18 km de galeries pour relier les 120 crayères. Et avec le matériau de creusement, elle va combler les crayères pour avoir un ensemble à moins 30 mètres. Et donc, moins 30 mètres, c'est la température idéale, puisque nos caves sont à 10 degrés toute l'année. C'est la température parfaite pour l'élevage de nos vins. Et donc, 18 km de galerie, 25 millions de bouteilles de stockage. Pourquoi elle a imaginé aussi grand? Parce que, d'une part, elle a compris que pour vendre son vin, il fallait qu'elle puisse faire visiter un domaine à ses clients. C'est la première à faire une sorte d'œnotourisme en Champagne. Et puis, elle a besoin de place pour améliorer la qualité. Qu'est-ce qui fait qu'un champagne est bon? C'est le temps d'élevage. À ce moment-là, le vin est fait dans des barriques. Donc, il faut beaucoup de place pour élever le vin en barrique. C'est pour ça que vous voyez les tours derrière, vous voyez les grands bâtiments. C'est des chais à barriques gigantesques. Et puis, en cave, il faut du temps pour élever le vin en bouteille, pour l'arrondir, pour l'assouplir. Et donc, il faut énormément de place pour stocker les bouteilles. Donc, grâce à ce site, elle va pouvoir créer le vin dont elle a rêvé. Elle disait à son chef de cave à l'époque, soigner la finesse avant tout. Ça reste le leitmotiv de la maison, soigner la finesse avant tout. Et en 1874, elle arrive à créer le vin parfait duquel elle va pouvoir retirer le sucre et sortir le premier brut de l'histoire de la Champagne. Voilà je pense que c'était important. Si jamais il y a des questions sur ce sujet-là, n'hésitez pas. Hein. Je vous ai donné la parole, donc vous avez juste à activer votre micro. Ah, bon. Alors, je vois que, comme d'habitude, il y a beaucoup de timides. Si, je peux poser… pardon, je ne savais pas. Vas-y. Voilà. Non, mais sur la question des galeries, est-ce que les galeries aujourd'hui sont celles qui ont été créées par Madame Pommery à l'époque? Est-ce qu'il a fallu faire des travaux pour les conserver, maintenir, sécuriser ou voilà. Donc, c'est effectivement toujours les mêmes galeries. Hein. De toute façon, le travail qui a été fait à l'époque, ce serait assez compliqué de le refaire à l'heure actuelle parce que c'est un travail colossal et qui a été fait à la main en plus à l'époque. Alors évidemment, il y a des travaux de renforcement, des travaux de consolidation. Vous imaginez qu'un domaine comme ça, que ce soit les bâtiments hors sol ou les galeries, ça demande un entretien permanent, ce que l'on fait régulièrement. J'ai un souvenir exceptionnel de la visite. Donc, après on aura écouté Clément, je vous invite à, quand vous pouvez rentrer en France, si vous avez prévu de rentrer cet hiver, il faut absolument aller visiter Pommery. Moi, j'ai fait la longue visite et en plus, ils font en français et en anglais. Donc, si vous venez avec un anglophone avec vous, il n'y a pas de problème, quoi.
Et vous choisissez en fonction de la longueur que vous voulez faire. Vous pouvez faire 45 minutes, 1h30. Je crois la plus longue dure 2h30. C'est celle que j'avais fait. Alors, effectivement, il est possible de faire des visites guidées. On a un nouveau système quand même maintenant qui est un système de visite libre. Donc, j'allais dire, vous prenez le temps que vous voulez parce qu'avec le Covid, on s'est adapté aussi à la situation et donc on a maintenant des visites qu'on peut faire avec son smartphone en visite guidée. Donc, j'allais dire, on peut passer 30 minutes comme 1h30. Chacun est libre finalement d'être dans l'emprise du lieu. Et je voulais parler également de l'art parce que Pommery a un lien très particulier avec l'art depuis toujours, parce que là, vous voyez sur la photo en bas, on voit des œuvres d'art contemporain, mais vous voyez au fond un bas-relief qui est sculpté dans la craie. Donc, à l'époque de Madame Pommery, elle avait déjà imaginé faire des sortes d'expositions. En tout cas, pendant la visite, il y avait des œuvres. C'est un sculpteur qui s'appelle Gustave Nablet qui a fait des sculptures, des bas-reliefs gigantesques dans les crayères entre 1882 et 1886. Et donc, déjà à l'époque, Madame Pommery faisait de l'art dans les caves. Ces bas-reliefs sont quand même assez exceptionnels. Et donc, depuis 2002, ça, j'en ai pas parlé, le Champagne Pommery Greno appartient au groupe Franken Pommery Monopole. Donc, on est une maison familiale. Le groupe Franken Pommery a racheté Pommery en 2002. 2002, c'est une date importante pour Pommery parce que Pommery a toujours été une maison familiale, sauf de 1979 à 2002. C'est important parce que entre 1979 et 2002, le groupe la marque a appartenu à des multinationales comme Danone, comme LVMH. Et c'est un petit peu une part sombre de l'histoire de Pommery parce que Pommery, c'est une maison familiale. Et donc, le fait en 2002 d'être acheté par la famille Franken, c'est une date très importante parce que c'est le véritable renouveau de Champagne Pommery Greno. Renouveau par le dynamisme, par les expositions d'art contemporain, mais renouveau qualitatif également. Donc, les expositions que vous voyez là, les œuvres que vous voyez là, c'est une exposition qu'on fait tous les ans. C'est ce qu'on appelle une expérience parce qu'en fait, ce n'est pas les œuvres qui viennent dans les caves, les artistes doivent venir dans la cave et s'inspirer du lieu pour créer l'œuvre. Et ça donne des choses exceptionnelles puisque chaque œuvre est éphémère, chaque œuvre est vraiment liée au lieu. Et donc, chaque visite de notre cave est différente. Tous les ans, si vous venez nous voir, vous allez avoir une visite différente parce que les œuvres changent systématiquement. Et comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas parler de Pommery sans les caves parce que quand vous visitez les caves et quand vous êtes dans nos bâtiments, il se passe quand même quelque chose de particulier. Il y a une part d'objectifs, de paramètres objectifs. J'ai parlé de la température, de l'humidité, mais il y a un peu une part de mysticisme puisque ici, on sent que les bouteilles vieillissent différemment qu'ailleurs. Donc, c'est important de venir nous voir, effectivement. Je passe, je ne vais pas parler de moi. Juste vous dire que je suis le 10e chef de cave de la maison. C'est le chef de cave d'une maison de champagne, c'est important. C'est l'orientation que veut donner le propriétaire de la marque à sa marque. Donc, c'est un choix important. Et donc, 10 chefs de cave depuis 1836, et ça veut dire que c'est un poste qui change très peu dans une maison. On a, grâce à ça, une très grande régularité dans le style de la maison, parce que ce qui compte pour une maison de champagne, c'est d'offrir un vin qui soit constant d'année en année, avec un style reconnaissable. Et donc, pour cela, ce qui est important, c'est d'avoir une grande stabilité dans les équipes techniques, dans le chef de cave, évidemment, mais également dans les vignerons qui produisent les raisins. Donc, on a des contrats historiques avec des vignerons qui livrent pour certains depuis plusieurs générations. Donc, c'est ce qui fait aussi l'ADN d'une marque, c'est cette constance et cet ancrage dans l'histoire. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais peut-être commencer à parler des vins. Est-ce que Diane, Fabrice, Laurent, Ludovic, Maria, Nefissa nous a déjà posé une question, merci. Et n'hésite surtout pas, Nefissa. Et puis, il y a Valminim qui vient de nous rejoindre. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je vous avais juste à couper réactiver votre micro et puis allez-y. Voilà. OK. Donc, on a une question. Ah,
Maria nous dit merci, pas de questions pour l'instant, mais elle saura lire. On va continuer. Peut-être on va commencer par déguster un premier vin, c'est ça? C'est ça. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer par Brut Royal. Brut Royal, c'est le vin iconique de la marque. C'est le vin que l'on va retrouver dans le monde entier. C'est l'étiquette que tout le monde connaît, avec le bleu, j'allais dire le bleu Pommery, le bleu royal. Et donc, c'est l'entrée dans le monde de Pommery. N'importe qui voudrait découvrir Pommery commence forcément un jour ou l'autre par le Brut Royal. Alors, Brut Royal, c'est la cuvée historique, non millésimée. Hein. Vous savez qu'il y a différents types de champagne. La majorité des champagnes sont non millésimés. On dit brut sans année. Alors, on n'aime pas trop le terme de non millésimé. Il commence à y avoir une tendance à dire multi-millésime, puisqu'en fait, ce n'est pas que c'est non millésimé, c'est qu'en fait, on utilise plusieurs millésimes pour faire un assemblage. C'est le principe, c'est qu'on va aller prendre des vins de différentes années pour justement gommer les variations d'une année et pouvoir avoir un style constant. C'est le principe de l'assemblage champenois. Donc, Brut Royal, ce bleu-là, c'est le bleu que l'on retrouve partout dans la maison. Madame Pommery portait toujours du bleu. Et donc, c'est la couleur de la maison. C'est ce bleu royal, ou bleu de France, que l'on retrouve sur cette étiquette. Pourquoi royal? On a un lien particulier avec la noblesse, puisque la marque Pommery a appartenu pendant de très longues années au Polignac, marquis de Polignac, qui étaient donc les héritiers de Madame Pommery. Le plus récent, le 8e chef de cave, s'appelait le prince Alain de Polignac. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette sémantique de la royauté sur différentes cuvées de la maison. Donc, Brut Royal, c'est le brut sans année de la maison. En fait, c'est la vision moderne de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, du premier brut de l'histoire, du 1874. Ça, c'est la vision moderne de Madame Pommery. On est toujours dans la même logique, c'est-à-dire de soigner la finesse avant tout. On a un style qui est assez simple à définir: finesse, fraîcheur, vivacité. C'est toujours cette logique. Nous, notre conception de l'assemblage, c'est que tout repose sur les raisins, la qualité des raisins. Donc, 80% du travail est fait à la vigne et au pressoir, c'est essentiel. Et c'est cette qualité à la vigne et au pressoir que l'on va simplement essayer de préserver ensuite en vinification. Et c'est après nos caves, ces fameuses caves crayères à 10 degrés, qui vont révéler la finesse de ce qui a été fait à la vigne. Pommery, finalement, c'est très simple. Il faut que ça soit fait ici pour que ce soit Pommery, mais ce qu'il faut, c'est une très grande qualité, un très grand choix d'approvisionnement. Il faut savoir que les villages en Champagne sont classés en autre cru, premier cru, grand cru. C'est une échelle un peu particulière qui va de 80% à 100%. 100%, c'est les grands crus, 80%, c'est les crus les moins bons, ou voilà, c'est comme ça que c'est fait. Et Pommery, on est sur une moyenne de l'ordre de 95%, c'est-à-dire qu'on a quasiment que des premiers grands crus. Pour vous dire le niveau qualitatif de ce qu'on va utiliser pour faire cet assemblage. Donc, dans Brut Royal, c'est vraiment pour nous la représentation du champagne idéal. On va faire un assemblage très large. On va prendre 40 villages, 3 cépages, donc du chardonnay, du pinot noir et du meunier. 40 villages pour avoir une représentation parfaite de ce qu'on veut avoir dans un champagne d'apéritif, dans un brut sans année. C'est vraiment notre vision de la Champagne à travers ces 40 villages. Alors, Clément, moi j'ai une question rapide. Pourquoi maintenant on boit dans des verres comme ça et plus dans des flûtes? Alors, on peut toujours boire dans des flûtes. En fait, j'allais dire, alors des flûtes quand même assez larges, je ne sais pas si on voit bien
on pourrait utiliser pour ce genre de champagne, on pourrait utiliser une flûte de ce type. Mais on a tendance quand même de plus en plus à élargir les verres. Il faut faire attention à trouver le juste équilibre entre la mise en valeur de la bulle. On travaille quand même beaucoup sur la finesse de nos bulles et sur la qualité de la bulle. Donc, si on a un verre à vin qui est trop large ou qui n'est pas piqué, c'est-à-dire, vous voyez ce verre-là, ça c'est un verre à vin blanc, il n'y a pas de piqûre en bas. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir d'effervescence. Enfin, vous allez avoir l'effervescence, vous allez la sentir, mais vous n'allez pas la mettre en valeur. Alors que si vous prenez ce type de verre-là, qui est un peu le compromis entre le verre à vin blanc et la flûte, parce que c'est un verre large à vin blanc, mais avec quand même une piqûre. Donc, c'est quand même un verre à champagne. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous avez quand même la mise en valeur de la bulle et vous pouvez avoir le volume d'un verre à vin blanc. En fait, si on prend une image, pourquoi on ne déguste pas dans des coupes? Parce que les coupes sont plates. Et donc, je vais dire, quand on déguste dans des coupes, on déguste un peu plat. Quand on déguste dans des flûtes, alors celle-ci, elle est quand même assez large, mais quand on déguste dans des flûtes étroites, ben, on va dire on déguste un peu étroit. Nous, on a des vins qui ont beaucoup de choses à dire, donc il faut leur laisser de la place pour s'exprimer. Donc, c'est important de leur laisser de la place ou du volume dans le verre. Donc, ça va révéler les arômes. Donc là, c'est surtout au nez qu'elle remonte quand on est dans un verre de ce format, c'est ça? Oui, ça fait concentrer les arômes, ça les fait se libérer. Si vous êtes dans une flûte trop étroite, vous allez peut-être avoir un peu trop de gaz carbonique qui va jaillir. Je pense que tout le monde a connu cette sensation de ce qu'on appelle la piqûre carbonique, ou quand vous avez trop de bulles. Alors, si déjà le champagne n'est pas fin, c'est-à-dire que la bulle est grossière, vous allez avoir tendance à avoir le nez qui est un peu pris. Vous n'avez pas de plaisir à mettre votre nez finalement sur la flûte. Alors que quand la bulle est délicate et que le verre est un peu plus large, vous avez plaisir, comme un vin, à pouvoir déceler les arômes. Donc là c'est un assemblage de 3 cépages. Donc il y a 3 cépages en Champagne, vous le savez, le chardonnay, le pinot noir et le meunier. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir le juste équilibre entre les 3 cépages. Donc, un tiers de chardonnay, un tiers de pinot noir, un tiers de meunier. C'était important pour nous d'avoir ce juste équilibre parce qu'on veut avoir la représentation de ce qu'est la Champagne. Donc, c'est ça, c'est avoir un grand plaisir d'un grand champagne en mettant en valeur toutes les qualités de la Champagne et toute la diversité de la Champagne. 40 villages, toute une multitude d'expositions, de sols différents, et donc ces 3 cépages. Et donc, au niveau de l'aromatique, on va voir les arômes des 3 cépages. On va voir les fleurs blanches du chardonnay, on va voir les fruits jaunes du meunier, on va voir les fruits rouges du pinot noir. Mais ce n'est pas tellement ce qui est important. Moi, je dis toujours la description aromatique d'un champagne n'est pas si important parce que finalement, quand on est un cocktail ou un apéritif, qui s'extasie sur les arômes du champagne? Finalement, peu de monde. C'est plutôt l'émotion qui va engendrer. Donc, quand on fait Brut Royal, on n'essaye pas de faire ressortir les notes d'agrumes ou de fleurs blanches. Non, on veut simplement que tout rentre en synergie et que ça donne comme un parfum finalement. Quand on essaye un parfum, on ne va pas se demander si ça sent plus tel ou tel arôme. En fait, ce qui compte, c'est que l'ensemble soit très harmonieux. Donc, c'est un peu ça l'idée Brut Royal, c'est d'avoir une très grande harmonie, très grand plaisir. Vas-y, Nefissa. Merci beaucoup. Je voulais savoir un petit peu sur la logistique là, de travailler avec 40 villages et 3 cépages. Est-ce que du coup, par exemple, si on prend le chardonnay, est-ce que vous devez avoir les villages qui vous fournissent le chardonnay dans la même région pour en fait pouvoir tout récolter et presser en même temps, le même jour? Enfin, voilà. En fait la Champagne est organisée de telle façon que il y a une logistique qui est extrêmement performante, c'est-à-dire qu'il y a des pressoirs quasiment dans tous les villages. Et soit nos propres installations, soit des partenaires, des vignerons partenaires, pour que les raisins soient pressurés au plus près de la vigne. Ça, c'est essentiel. Les raisins sont très peu transportés, ils sont pressurés
dans la journée de la cueillette, ça c'est extrêmement important. Et donc après, on va collecter tous ces jus pour les amener ici à Reims sur notre site de vinification. Il faut savoir que la séparation, c'est la clé de notre travail. C'est-à-dire qu'on va séparer évidemment les cépages, on va séparer les villages, on va séparer parfois les parcelles et on va aussi parfois séparer les fractions de pressurage. Quand on fait un pressurage, on va séparer les premiers jus, les deuxièmes jus, c'est-à-dire ce qui coule en premier, ce qui coule en deuxième, ce qui coule en troisième, parce que ces jus sont différents les uns des autres. Et donc, on va tout séparer. Et c'est pour ça que quand les jus arrivent ici, ils arrivent dans des camions citernes qui sont… on a l'impression que c'est les mêmes que, je ne sais pas, qu'un camion qui transporterait du lait, mais en fait, ce n'est pas du tout la même chose, ils sont compartimentés. C'est-à-dire que la citerne, il va y avoir 10 ou 12 compartiments à l'intérieur et chaque fraction, chaque cépage, chaque village est séparé. Ce qui fait qu'en arrivant à la winery, on va pouvoir tout déguster, tout analyser et faire les premiers groupements. Et en fait, la Champagne, c'est ça, on sépare tout au départ et petit à petit, on construit le puzzle entre le mois de septembre et le mois de mars pour arriver à l'assemblage final. C'est super intéressant. Du coup, vous avez une taille d'échantillon qui se compte en centaines que vous assemblez? Beaucoup plus. Beaucoup plus? Beaucoup plus. Beaucoup plus. On a plus de 120 cuves de fermentation, on a 300 cuves de réserve. Alors, je n'ai pas parlé des vins de réserve, c'est extrêmement important. Le vin de réserve, c'est les vins des autres années, des années précédentes. Donc, quand on travaille un produit comme le Brut Royal, qui est un brut non millésimé, on a le droit d'utiliser des vins des années précédentes. Donc, c'est ce qui va faire la constance. Et donc, on a notre collection de vins de réserve. Donc, on a une cuverie qui est dédiée aux vins de réserve. Et donc là, on va séparer la même chose, le village, le cépage, etc., et l'année. Donc, on va avoir, par exemple, un Cramant chardonnay en cuvée. La cuvée, c'est le premier jus de 2012, voilà, par exemple. Et donc, dans chaque cuve, il y a un produit différent. Donc, comme un peintre va utiliser ou comme un parfumeur va avoir son orgue, on va avoir, nous, notre collection de vins de réserve. Et donc, en fait, c'est plus de 400-500 cuves différentes. Après, on a également des œufs en grès, on a également quelques tonneaux. Voilà, donc on a vraiment une multitude d'échantillons, pardon. Et on va les regrouper petit à petit. On va faire des pré-assemblages avant de faire les assemblages parce que faut savoir qu'un assemblage au-dessus de 30 échantillons, c'est très compliqué. Le palais humain n'est pas capable de travailler à plus de 30 ou 40 échantillons. Voilà. Donc, il ne peut pas travailler non plus de 3 ou 4 heures. Quand on fait le Brut Royal, par exemple, c'est la session la plus difficile, c'est 5 ou 6 heures. C'est vraiment le maximum. Donc, il faut qu'on aille directement au but. Donc, ça veut dire qu'il y a des mois et des mois de préparation avant pour faire les premiers groupements pour que le jour de l'assemblage final, il n'y ait plus que 30 échantillons sur la table et qu'on puisse faire 4-5 essais parce que dans une matinée, on ne peut pas faire plus de 4-5 essais. Donc, il faut savoir que tout est fait par des humains qui ont un palais. Et donc, comme les parfumeurs, il y a un moment où ils saturent, c'est la même chose pour le vin. Donc, ce qu'on doit en retenir, c'est que vous avez plein de vins qui arrivent de la Champagne. Et pour pouvoir garder une stabilité sur le brut, au niveau de la qualité, vous faites des assemblages avec différentes années aussi pour que les vins, le brut, que la qualité reste la même. Quand j'achète un Pommery brut cette année et l'année prochaine, j'ai envie qu'il ait le même goût. Donc, c'est ça le concept. Ça, c'est ce qui fait la différence entre un champagne lambda et une grande marque. C'est que la capacité à avoir une constance dans le goût, elle est liée à la richesse, au patrimoine de la maison et sa richesse dans sa collection de vins de réserve. Je reviens là-dessus. Ce qui fait qu'on est capable d'avoir cette constance, c'est l'investissement dans les vins de réserve. Pour un Brut Royal, on met minimum 30% de vins de réserve. Donc, les vins de réserve, je vous dis, c'est les vins des années précédentes. Ici, il peut y avoir il y a au moins 7 années différentes. Il peut y avoir 10 années différentes. On a aussi le système des vins de réserve. On a 2 systèmes de vins de réserve. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle une réserve perpétuelle.
Donc, pour Brut Royal, on a une réserve perpétuelle de Brut Royal, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait l'assemblage de Brut Royal, on va en mettre de côté 10%, 15%, qu'on va garder en cuve pour le réutiliser l'année d'après. C'est-à-dire que tous les ans, on a au moins 10 ou 15% de cette bouteille qui va se retrouver dans celle d'après. Donc ça, c'est un investissement énorme parce qu'en termes de place et de volume, c'est énorme. Et on fait ça pour toutes nos cuvées, que ce soit l'apanage blanc de blanc, enfin toute notre gamme, on a en cuve 10 à 15% de l'assemblage, qui est une sorte de réserve perpétuelle, donc qui va évoluer un petit peu tous les ans et qui va être réintégré l'année d'après. Et donc, c'est un peu aussi la signature de notre maison, c'est ce qui donne une régularité et une constance dans le style de la maison. Parfait. Est-ce que tu voulais finir sur le brut et puis on peut peut-être aussi… Alors, juste pour finir, parce que je n'ai pas parlé de la dégustation, là encore, ce qui va compter dans la dégustation, ce n'est pas tellement les arômes. On va retrouver évidemment les arômes qu'on avait au nez, mais un champagne, ce n'est pas l'aromatique, c'est encore une fois le plaisir qui génère et surtout la souplesse, la finesse, cette sensation de plénitude. Alors, vous allez voir, quand je parle des vins, en Champagne, il y a énormément d'abstraits finalement, parce que le champagne, c'est un vin de plaisir et donc il doit générer du plaisir. Donc, ce n'est pas forcément les fleurs blanches ou les groseilles qui donnent du plaisir. Ce qui donne du plaisir, c'est la sensation de plénitude. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'attaque est très franche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aspérité, c'est limpide. Ensuite, le cœur de dégustation, vous allez voir, ça va crescendo du début à la fin. Vous avez une montée en volume de sensations en bouche et il n'y a pas de ce qu'on appelle de creux au cœur de dégustation. Et puis, la finale, elle est bien relevée. Là, on a ce qu'on appelle le dosage. Le dosage, c'est la liqueur d'expédition. Donc, c'est la touche finale du vin. C'est-à-dire que quand on va… la seconde fermentation se fait en bouteille et quand on va faire le dégorgement, c'est-à-dire quand on va retirer les levures qui ont fait la seconde fermentation, on va ajouter à ce moment-là ce qu'on appelle la liqueur d'expédition, qui est un peu la touche finale de toutes les maisons. Donc, c'est un point assez important. Il y a Valminim qui nous a dit qu'il n'y connaissait rien et qu'il était néophyte. Et alors, si tu arrives à te souvenir de ce concept Valminim, tu pourras te la raconter devant tous tes copains. Ok, donc la liqueur… Pardon ? Excusez-moi de vous interrompre, j'ai quand même une question qui concerne en fait l'importance du visuel, la couleur pour la dégustation. Alors, j'ai compris qu'il y avait beaucoup d'assemblages. Est-ce que la couleur reste constante à travers tous ces assemblages et est-ce que pour la dégustation, ce jaune qui présente des légers reflets verts est une couleur qui est stable et je dirais la signature de cette cuvée emblématique? La couleur effectivement est constante, mais sur un champagne, la couleur est relativement constante parce qu'elle dépend de l'âge du vin et donc on aura toujours ce jaune un peu doré avec des reflets verts. Le reflet vert sont liés au chardonnay, donc plus il y a de chardonnay, plus vous allez avoir de reflets verts. Et après, c'est quand on va passer sur des champagnes dits de gastronomie, voire millésimés, on va voir en cuvée de prestige, on va la déguster après. Vous allez aller de plus en plus vers le jaune doré, en fait. Vous allez aller chercher de plus en plus d'or dans le vin. Donc, la couleur, elle va plutôt traduire un temps de vieillissement du vin. La couleur va plutôt rentrer, on va parler du rosé après, la couleur va plutôt rentrer dans l'assemblage du champagne rosé. Donc, voilà ce que je voulais dire sur le dosage. Donc, le dosage, c'est une liqueur d'expédition. C'est un vin travaillé par la maison particulier qui fait la liqueur et avec lequel on ajoute du sucre. Donc, le sucre, c'est ce qui fait le niveau de sucre et ce qui fait la catégorie du champagne. La plupart des champagnes sont des bruts, c'est-à-dire qu'on a à peu près entre 8 et 12 grammes de sucre. Ici, donc, on est sur un champagne qui a à peu près 9-10 grammes. Mais ce n'est pas tellement important, la valeur. Ce qui compte, c'est la sensation. Ici, donc, on trouve le juste équilibre. C'est un vin d'apéritif avant tout, de plaisir avant tout. Donc, il faut qu'on ait une certaine gourmandise. Donc, on retrouve ces notes un peu sucrées, ces notes gourmandes, mais sans
sans lourdeur, il n'y a pas de côté sirupeux, on est vraiment sur de la grande fraîcheur. Et il ne faut pas non plus casser tout le travail qu'on a fait en assemblage. Donc, on a un vin qui a de la structure, c'est un vin qui a de la minéralité, donc il ne faut pas aller trop en dosage pour garder toutes les saveurs du vin, et que c'est un vin qui est effectivement un vin d'apéritif, mais c'est un vin qu'on peut aussi avoir avec un accord mets et vin. C'est un vin qui est quand même, j'allais dire, couteau suisse, c'est-à-dire que vous pouvez faire un repas complet au Brut Royal, c'est un vin qui est capable, pas de problème. On va passer au rosé. Je ne sais pas du tout au niveau timing où on est. On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Eh bien, ça va là. Donc, le brut rosé. Alors, le rosé, c'est vraiment la vision en rosé du Brut Royal. Donc, ce sont des jumeaux, hein, puisque le rosé n'est que, enfin, n'est pas que, est le Brut Royal en rosé. Donc, c'est exactement le même assemblage sur lequel on va venir assembler du vin rouge. Le rosé en Champagne, c'est le seul rosé au monde où on fait des rosés d'assemblage. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est avant tout un champagne, donc ça doit rester un champagne. Clément, est-ce que tu veux nous mettre le slide qui va avec? Ah, pardon. Comme ça, on a un petit peu de lecture en même temps aussi. J'y arrive, c'est pas sûr. On a peut-être une belle photo à vous. Voilà. Merci. Donc là, effectivement, la couleur va être importante. Vous voyez, on est sur un rosé très pâle. Hein. C'est aussi la signature de notre marque, c'est d'avoir des rosés très pâles. Ils sont pâles, mais selon la cuvée, donc ils vont être avec des reflets plus ou moins orangés. Donc là, on est encore il y a encore du rose. Plus vous allez aller sur la gamme apanage, par exemple, qui était la gamme gastronomique, vous allez avoir un rosé qui a plus de vieillissement, donc qui va commencer à prendre des notes un peu plus saumonées, jusqu'à la cuvée Louise Rosé, qui est un millésime avec un vieillissement très long, qui est récemment dégorgé. Donc, c'est des vins qui vieillissent plus de 10 ans, où là, le rosé devient presque couleur pêche. Donc, on est vraiment sur des rosés de garde. Voilà. Donc là, on est sur un rosé plaisir, un rosé jeune, et donc avec une couleur qui reste bien rose et qui est très gourmande. La couleur pour le rosé est quand même importante, parce qu'il faut on a déjà du plaisir avec les yeux. Donc je pense que c'est important, il faut que la couleur soit belle et qu'elle donne envie. Donc je disais, c'est un vin d'assemblage parce qu'on veut absolument que le produit conserve ses caractéristiques de champagne. Il y a différentes façons de faire du rosé. Ailleurs, on fait des rosés de macération, c'est-à-dire qu'on va macérer des raisins noirs pour avoir la couleur. Et ici, c'est différent. On va vinifier des raisins noirs en vin rouge et on va en ajouter finalement très peu parce que le vin rouge est très coloré. Et donc, on va en ajouter quelques pourcents pour avoir cette couleur. Et ces quelques pourcents, en choisissant très bien le vin rouge, donc le vin rouge, c'est un assemblage de vin rouge. Là encore, on peut faire ce que l'on veut, c'est-à-dire qu'on va assembler différents villages de vin rouge et différentes années. Donc, nous, on travaille principalement avec des grands crus. Donc, on va travailler avec Verzenay en vin rouge, on va travailler avec Bouzy. Bouzy, pour ceux qui connaissent le monde du vin, c'est un des seuls villages en Champagne qui a donné son nom à un vin rouge, le Bouzy rouge. C'est un grand vin rouge. Ceux qui aiment les Bourgognes, goûter le Bouzy rouge, on est dans quelque chose qui est assez proche des grands Bourgognes. Donc, on va prendre des vins rouges de Bouzy, des vins rouges de Verzenay. On peut également travailler avec des rouges de Cumières ou d'autres villages. L'idée étant de trouver l'assemblage qui nous convient. Et là encore, on peut avoir des rouges de réserve. On va travailler sur plusieurs années de vin rouge pour arriver au rouge qui nous convient, que l'on va ajouter au vin à hauteur de 6-7% pour obtenir la couleur qui est importante, mais surtout le goût et les arômes. Vous allez voir, ça n'a plus rien à voir avec le Brut Royal. Là, on va tout de suite avoir des notes de fruits rouges qui sont très gourmandes. Donc là, Clément, tu es en train de nous dire que pour faire du rosé en Champagne, on mélange le rouge et le blanc. Exactement. Ce
ce qu'on fait moins souvent dans les autres régions de France, non? On ne fait pas. Voilà. Non seulement on ne fait pas, mais c'est interdit. La seule région où c'est possible, c'est la Champagne, parce que le champagne doit rester champagne. Donc, si on veut faire, en fait, on ne peut pas faire du rosé de champagne en faisant la technique traditionnelle des autres régions, parce que ça serait trop marqué vin rouge ou trop marqué macération. On ne veut surtout pas avoir de tanin, on ne veut surtout pas avoir ces notes un peu râpeuses, etc. Donc, il faut que le vin garde sa finesse, il faut qu'il garde sa souplesse, il faut qu'il garde sa fraîcheur, sa tension. Donc, il existe des champagnes de macération, hein, il en existe, mais vous verrez, c'est très particulier avec une couleur beaucoup plus rouge. C'est vraiment des niches. Le champagne rosé que tout le monde apprécie, qui est le plus vendu, c'est évidemment le champagne d'assemblage tel que je vous l'ai présenté. Je crois qu'il y a une question. Oui, c'est Nefissa. On va écouter Nefissa. Oui, merci beaucoup. Je voulais savoir le vin rouge que vous produisez pour le rosé. Est-ce que vous utilisez du pinot noir ou du pinot meunier ou est-ce que vous assemblez? Et Du puis, pinot noir. Pinot noir, d'accord. Et à quel moment, en fait, vous l'ajoutez? À quel niveau de process? En fait, à la vendange, on fait des vins rouges. Donc, on fait vraiment une vinification bourguignonne. On fait des vins rouges comme on ferait en Bourgogne. Donc, on fait nos vins rouges. Et puis, au moment des assemblages, donc au mois de mars, vraiment au dernier moment avant de mettre en bouteille, on va faire nos essais d'assemblage où on va ajouter le vin rouge. Donc, on va vraiment l'ajouter juste avant la mise en bouteille. Et donc, avant la mise en bouteille, et après, on fait la prise de mousse en bouteille avec le vin rosé qui est déjà fait. Et c'est vraiment juste avant la mise en bouteille qu'on va ajouter le vin rouge. D'accord. Et par rapport à l'acidité et au taux d'alcool, c'est vraiment un vin rouge qui peut se boire comme un Bourgogne ou... Alors oui, c'est vraiment proche. Hein. En fait, quand on fait ce qu'on appelle des coteaux champenois, donc le coteau champenois, c'est le vin tranquille champenois. Donc il existe des coteaux champenois, c'est-à-dire des vins champenois qui n'ont pas de bulles. Donc, des vins blancs, des vins rouges. C'est vraiment très minoritaire dans la région. Ce n'est pas quelque chose qui se vend beaucoup, mais ça existe. Il y a des très grands vins blancs, des très grands vins rouges. En général, quand on fait ce genre de produit, on va avoir une vinification un peu différente. Le début est pareil. On va faire le vin rouge de la même façon, mais après, on va le passer dans des tonneaux pour aller chercher un peu plus de matière, parce que quand on veut déguster le vin tel quel, en vin rouge, on a quand même besoin d'aller chercher de la matière, un peu de tanin, parce que c'est important. En revanche, quand on veut l'assembler, on ne va pas le mettre dans des tonneaux, on va le garder en cuve inox, où là, on va pas chercher la structure, on va chercher le fruit. Hein, quand on fait un vin rouge pour faire des rosés d'assemblage, on va, sans rentrer trop dans la technique, mais plus on macère, plus on va chercher des tanins. Donc, on va ce qu'on appelle décuver, c'est-à-dire qu'on va séparer le liquide du solide un peu plus tôt pour faire le rouge d'assemblage que pour un vin rouge qu'on consommerait comme un Bourgogne. Donc, c'est vraiment au moment de la macération qu'on va décider si on les garde un peu plus longtemps pour faire un vin rouge tranquille ou pour faire un rouge d'assemblage. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et j'aurais une autre question. Oui. En fait, à quel moment de l'histoire du champagne il y a eu l'idée d'ajouter du rouge pour faire du rosé et quelle en était la motivation en fait? Alors, c'est une bonne question que je ne sais pas répondre. On a des traces de vin rosé dans les années 50, donc c'est quelque chose d'assez ancien. Champagne, oui, champagne rosé. Champagne rosé dans les années 50. D'accord. Chez nous, en tout cas. Oui. Mais c'est quelque chose qui existe depuis quasiment toujours. Donc, je ne saurais pas dire comment est venue l'idée, mais c'est quelque chose qui est assez répandu. Ouais. Et ma deuxième question, je n'étant pas du tout une dégustatrice moi-même, c'est est-ce que le changement gustatif est important?
avec cet ajout de 6 à 7% de vin rouge. Non, le vin est totalement différent. Okay. Si je ne vous dis pas qu'il y a en gros 94% du vin qui est la même chose, c'est impossible à deviner. Il faut savoir qu'un assemblage, 1% de changement dans un assemblage, ça change tout. Ah oui. Donc un changement de 6-7%, c'est énorme. Donc ça change vraiment complètement le vin. Donc là, on est vraiment sur quelque chose avec un peu plus de structure, très gourmand, avec du fruit. De par la complexité de nos vins, de par les vins de réserve, on est sur des fruits un peu évolués, on va avoir de la fraise des bois, des choses comme ça. On est sur un vin qui a une très grande complexité. On va passer au prochain vin. Alors, là, normalement, quand on sert cuvée Louise, on sonne la cloche parce que c'est un événement. Donc, je n'ai pas de cloche sur moi. Mais je vais donc vous parler de cuvée Louise. Cuvée Louise, c'est une cuvée très particulière. Donc, je ne dirais pas que c'est la cuvée de prestige de la maison, parce que pour nous, la cuvée de prestige, c'est notre millésime. Cuvée de Louise, c'est au-delà de la cuvée de prestige. C'est-à-dire que Pommery a eu pendant presque 100 ans une cuvée de prestige qui est le millésime. Et en 1979, elle a créé cuvée Louise. Cuvée Louise, c'est une cuvée qui a été créée pour rendre hommage à Madame Pommery. Le prince Alain de Polignac a voulu rendre hommage à Madame Pommery en créant quelque chose d'exceptionnel. Donc, on avait déjà notre cuvée de prestige qui était le millésime, qui est uniquement basé sur des grands crus. Et donc, il a fallu faire encore quelque chose de plus extraordinaire. Donc, au lieu de travailler sur 7 villages, on a travaillé sur 3 villages. Ces 3 villages qui s'appellent Cramont, Avise et Haï, qui sont les villages où la maison a le plus fort lien historique. Si vous allez dans ces villages, vous verrez des bâtiments qui sont les mêmes qu'ici. Il y a les pressoirs historiques de Pommery dans ces villages. Et la maison a des vignobles dans ces villages-là. Et puis, c'est surtout des villages qui sont réputés pour la finesse de leurs raisins. C'est certainement Haï, c'est le pinot noir le plus fin, le plus élégant. C'est valable aussi pour Cramont et Avise, pour les chardonnays. Donc, c'était cette idée d'aller chercher le style absolu de Pommery, la pureté absolue. Donc, les villages, à l'intérieur des villages, on va travailler sur nos parcelles et faire une sélection de parcelles. Donc, on n'est plus dans une logique d'assemblage de winemaker, on est sur une logique d'assemblage de wine grower, de viticulteurs. Donc, on va assembler les parcelles avant la vendange et les pressurer. Donc, voilà, c'est un assemblage de parcelles, des meilleures parcelles de la maison. Et au niveau du pressoir, je vous ai parlé des différents jus. On va prendre uniquement le premier jus. Donc, qu'est-ce que c'est le premier jus? C'est un jus qui est extrêmement pur. Quand vous écrasez une baie de raisin, ça va être la première goutte qui va couler, pour faire simple. Donc, c'est un jus qui est extrêmement pur. Et donc, on dit que Louis, c'est la pureté absolue. Mais c'est ça, on va chercher le cœur de la baie de raisin sur le cœur de nos meilleures parcelles, de nos meilleurs terroirs. Alors, quand on a dit ça, c'est bien. Donc, on a obtenu la pureté absolue. Le problème, c'est que les jus de champagne, quand ils sont très purs, si je vous fais déguster les jus de Louise au mois d'octobre, vous allez faire la grimace parce que c'est tellement pur, c'est tellement précis, c'est tellement cristallin qu'au départ, c'est assez austère, c'est assez difficile. Et donc, pour exprimer le potentiel exceptionnel de ces raisins-là, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, c'est des vins qui vont vieillir plus de 10 ans. Donc ici, on est sur le millésime 2004, donc c'est un vieillissement de plus de 15 ans. Donc c'est ça, cuvée Louise, c'est d'aller chercher des jus d'une pureté absolue et de les faire vieillir très longtemps. Là, vous êtes en train de commercialiser des vins que vous avez faits en 2004. Exactement. Voilà. Parce que si vous les commercialisez trop tôt, le consommateur pourrait être choqué et se dire qu'est-ce que je ne comprends pas. Ou... Il ne va pas être choqué, mais on n'aura pas été cher. On pourrait le vendre à 7-8 ans, mais disons que on n'aura pas été chercher le potentiel exceptionnel, on n'aura pas été à l'apogée du vin. Alors, en fait, quand on vend un champagne, on le vend toujours à son apogée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un intérêt à le garder dans sa cave. On peut le garder dans sa cave, mais l'objectif, quand on nous sort un champagne de chez nous, de nos caves, c'est qu'il est prêt à être consommé. Voilà. Donc, cuvée Louise, on la sort quand elle est prête à être consommée. Il n'y a pas besoin, comme les autres régions de France, où on doit regarder sur Internet et se dire combien de temps je dois garder ce vin ou demander à son caviste, vous savez combien de temps il faut garder ce vin. Le champagne, vous faites le travail pour nous, en fait. C'est ça qui est ça. C'est nous qui payons le stockage.
Il n'y a pas, pour une raison simple, de vente en primeur. On pourrait imaginer acheter Louise 2020 maintenant. Le problème, vous l'avez compris, c'est que nous, ça vieillit dans nos caves sur des levures. Vous savez, la deuxième fermentation, elle se fait dans la bouteille. Et donc, ce qui fait le vieillissement du vin de champagne, c'est le fait que ça vieillisse sur les levures. Et donc, c'est la dégradation petit à petit des levures dans la bouteille qui fait la richesse du champagne. Et donc, on ne peut pas acheter les vins d'avance et les garder chez soi parce qu'on ne peut pas le faire chez soi. Parce que vous faites vieillir les vins avant d'avoir mis le bouchon final. Exactement. Il y a un obturateur, c'est une capsule qu'on appelle de vieillissement. En fait, un bouchon, on peut aussi le faire avec un bouchon, mais en fait, ce n'est pas l'obturateur définitif. C'est-à-dire que c'est celui qu'on a dans nos caves et après, on va faire ce qu'on appelle le dégorgement et on va mettre le bouchon. Donc, en fait, les produits qui sont dans nos caves sont semi-finis et ils vont vieillir comme ça. Et donc, après, on va terminer le travail et le donner au client. Mais en fait, donc, le client ne peut pas faire vieillir comme on le fait ici dans sa cave. Après, ça va être un deuxième vieillissement qui est un vieillissement sur bouchon, qui est le vieillissement classique du vin, mais qui n'a rien à voir avec un vieillissement qu'on ferait sur ce qu'on appelle sur lit dans nos caves. Voilà. Donc, la bouteille vieillit dans une certaine… Si vous allez voir Pommery, et je vous invite à aller les voir et faire la visite des caves, vous comprendrez visuellement aussi très bien comment les bouteilles vieillissent et qu'en fait, elles vieillissent pas totalement finies. Et vous avez, donc, ce serait impossible de réaliser la même chose à la maison, en fait. Hein. C'est le professionnel qui doit le faire. Donc, on les vend à l'apogée, mais si on parle de cuvée Louise, c'est des vins qui ne vieillissent pas. En tout cas, c'est des vins, on les vend à leur apogée, mais la première apogée. Parce que là, on est dans un monde de la cuvée, j'ai dit que c'est au-dessus de la cuvée de prestige, on est dans un monde du vin exceptionnel. C'est-à-dire que cuvée Louise ne vieillit pas, mais elle a plusieurs vies. Donc, pour le coup, cuvée Louise, vous pouvez la garder. Vous pouvez imaginer faire une collection. Il y a des collectionneurs de cuvée Louise. C'est-à-dire que 2004, elle est exceptionnelle maintenant, mais elle sera exceptionnelle dans 10 ans, dans 20 ans. Il y a 15 jours, on a eu la chance d'ouvrir une cuvée Louise 90, c'est fantastique. On est là dans un monde, dans des vins qui sont capables de vieillir indéfiniment, quasiment, et donc qui vont avoir plusieurs vies. L'apogée 1, l'apogée 2, l'apogée 3, voilà. Donc, c'est juste que le vin va changer, mais on est dans quelque chose de différent. Donc, quand on le vend, il est prêt à être consommé dans sa première vie, mais on peut imaginer le garder dans sa cave, si on a une bonne cave, évidemment, et il va vieillir différemment. D'ailleurs, tu veux peut-être nous passer le slide de la cuvée Louise, qu'on puisse le voir. Donc, pour résumer, le brut, donc l'étiquette bleue, on va le garder 1 an, 2 ans, parce qu'il y a des gens qui gardent des bruts chez eux pendant 10 ans. Tu conseilles ou tu déconseilles? Alors, moi, je pense qu'un an, il n'y a pas de problème. Bon, pour vous mettre à l'aise, Pommery, il n'y aura pas de problème. Vous pouvez les garder autant que vous voulez. Le vin va tenir. Mais un vin comme le Brut Royal qui aurait vieilli 5 ans dans votre cave, si vous avez une bonne cave, va être très intéressant. Il y a des amateurs de ce genre de produit, mais ça n'a plus rien à voir du tout avec le produit que l'on fait. C'est-à-dire que c'est un produit de plaisir, un produit frais, un produit très élégant avec des notes fraîches, etc. Vous allez commencer à avoir des notes de vieillissement, des notes de grillé, etc. qui vont arriver. Alors, il y a des amateurs de ça, mais ce n'est pas pour ça qu'on fait le produit. Donc, c'est vraiment là, pour la niche. Pour le coup, le Brut Royal, on peut le garder 1 an si on veut dans sa cave, parce qu'il n'y aura pas de problème. 2 ans, il n'y a pas de problème, mais il ne faut pas espérer. En fait, on va changer le produit. Donc, ce n'est pas des vins qui sont faits pour être gardés en cave. Ce qui n'est pas du tout le cas, effectivement, des grands millésimes que l'on peut oublier, j'allais dire, dans sa cave. Louise, j'avais quand même un truc important à vous dire, c'est que là, on est sur une cuvée Louise particulière. Vous avez vu l'étiquette noire, enfin, elle n'est pas noire, on a l'impression qu'elle est noire, mais en fait, elle est transparente. Mais c'est une cuvée Louise, c'est la première fois qu'on fait cette cuvée Louise. Vous avez vu, elle s'appelle Nature.
Pourquoi nature? La cuvée Louise, je vous ai parlé des 3 villages, la section de parcelles, etc., de la pureté. En fait, on est sur des sols de craie. À Visailly-Cramont, c'est sur la craie, c'est vraiment le matériau champenois des grands crus. Et donc, on a un vin qui est extrêmement minéral. C'est une cuvée qui est traditionnellement peu dosée, avec peu de sucre. Et on s'est dit en 2004 que l'on allait proposer cuvée Louise sans artifice, c'est-à-dire sans sucre, sans liqueur d'expédition. Et donc, c'est un vin de connaisseur où là, on est vraiment sur l'expression parfaite du terroir, la sensation de craie en bouche. On n'a pas de sucre. Donc, en fait, on va vraiment avoir des saveurs incomparables. Et c'était aussi un clin d'œil à l'histoire parce qu'il y a quand même une mode au vin nature, naturel, on les appelle comme on veut. Et nous, on aime quand même à répéter que Pommery, le mot nature, on l'a depuis le 19e siècle sur l'étiquette. Donc, ce n'est pas du tout une tendance, ce n'est pas du tout en fait, à la mode. Nature, ça a toujours existé. Nous, on a des bouteilles de Pommery du 19e avec marqué nature dessus. Donc, on a voulu rappeler que nature, chez nous, c'était quelque chose finalement d'assez classique. Et donc, on a remis nature sur cette bouteille et on voulait le mettre sur la bouteille qui, pour nous, est la meilleure représentation de ce que peut être un vin nature. Parfait. Nefissa, tu voulais poser une question? Oui, s'il vous plaît, des petites questions. Donc, je m'interroge déjà, je vois qu'il n'y a pas de Pinot Meunier, donc je voulais savoir pourquoi vous l'avez retiré de cette cuvée. J'ai l'impression que la bouteille aussi est différente, donc est-ce que ça a un impact ou c'est plutôt juste pour reconnaître cette cuvée et c'est du style? Et puis, dernière question, c'était de savoir le fait de faire des millésimés par rapport à des non millésimés et que ça vieillit dans la bouteille, est-ce que vous perdez plus d'alcool, enfin de liquide quand vous dégorgez, ou est-ce que justement comme ça en bouteille, c'est pareil, quoi? Alors, je ne sais pas si j'étais claire, pardon. On va essayer de répondre. Alors, le meunier, si je vais vous répondre, c'est très simple. Il n'y a pas de meunier dans les grands crus, quasiment pas. Ah oui. Donc, dans notre millésime et dans la Louise, vous ne trouverez pas de meunier puisqu'il n'y a pas de meunier dans les grands crus. D'accord. Ce n'est pas un cépage que l'on trouve dans les grands crus. Les cépages les plus nobles, enfin, ceux qui aiment le meunier, ils vont me trouver un peu snob, mais les cépages les plus nobles, historiquement, en Champagne, c'est le chardonnay, le pinot noir, comme en Bourgogne. Et donc, dans les grands crus, tout est planté en chardonnay et en pinot noir. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de meunier. C'est un cépage qu'on aime bien, que l'on met ici. Mais dans les grandes bouteilles, c'est un cépage que l'on utilise peu en Champagne parce que le meunier, c'est un cépage souple, un cépage flatteur, gourmand, qui est plutôt destiné à ce genre de cuvée et qui vieillit différemment des grands blancs et des grands pinots noirs. Je ne me rappelle plus la deuxième question. La forme de la bouteille. La forme de la bouteille. Oui, c'est ça, la forme de la bouteille. En fait, effectivement, c'est à la fois la volonté de marketing de créer un produit différent. Il faut qu'une bouteille d'exception soit exceptionnelle. Donc, il fallait créer une bouteille exceptionnelle. Donc, il fallait aussi, par sa forme, qu'elle représente ce qu'on a voulu faire. C'est le quintessence du style de la marque. C'est un hommage à Madame Pommery. Il fallait qu'il y ait une évocation de la féminité aussi. Donc, je pense que c'est une bouteille qui est très élégante. Qu'est-ce que ça change pour le vin? J'allais dire pas grand-chose, si ce n'est que l'ouverture de la bouteille est plus fine. Si vous comparez les goulots des deux bouteilles, vous verrez que la cuvée Louise est plus fine. Donc ça a quand même un impact sur le vieillissement. Parce que le vieillissement, il est lié, j'ai parlé des levures, etc., mais il est lié aussi à l'entrée d'oxygène dans la bouteille. Donc en fait, quand vous êtes dans une bouteille comme ça, vous avez moins d'entrée d'oxygène que dans la grande. Donc une bouteille de Louise, ça vieillit plus lentement. Donc on a parlé tout à l'heure de la qualité des raisins, etc., qu'il fallait du temps. Donc, en plus, comme on a une petite bague, ça met encore plus de temps. Et comme en plus, on a des caves qui sont très froides, c'est pour ça que le vieillissement est très, très lent. Alors, on pourrait croire qu'il suffirait d'aller dans des caves plus chaudes pour avoir le même résultat au bout de 7 ans.
En fait, c'est beaucoup plus subtil. C'est très difficile de copier un vieillissement dans des caves de craie pendant 12 ans. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure que c'est un lieu unique et particulier, parce que les caves donnent ce vieillissement particulier. La signature de la bulle, la signature aromatique de Pommery est impossible à copier de par le vieillissement dans ces caves. Après, quand vous parliez du vin, non, ça ne change rien sur le volume de vin. Le seul changement, c'est le dioxyde de carbone. C'est-à-dire que tout comme il y a de l'oxygène qui rentre, il y a un peu de dioxyde de carbone qui sort de la bouteille un petit peu chaque année. Donc, plus vous allez vieillir, plus vous allez perdre de gaz au fur et à mesure du vieillissement. Donc, ce qui va faire aussi la finesse d'un champagne, la bulle d'un champagne, c'est la durée de vieillissement. Parce que plus vous vieillissez un champagne, plus vous allez perdre du gaz. Donc, la finesse de la bulle, elle est quand même liée aussi à la quantité de gaz. Et donc, plus le champagne va vieillir, plus la bulle va être fine et délicate. Merci beaucoup pour toutes ces explications. C'est passionnant. On essaie toujours de démarrer à l'heure, de finir à l'heure. Alors, je pense qu'on va se donner encore peut-être 5 minutes pour clôturer. Okay. Est-ce que tu voulais rajouter des choses sur la cuvée Louise, Clément ou... La cuvée Louise, on parlait tout à l'heure que les arômes n'étaient pas importants, que c'était l'harmonie qui était importante. Là, je parlais tout à l'heure de la pureté absolue. Quand vous mettez le nez dessus, vous avez vraiment une sensation de plénitude qui est assez incroyable. Si vous avez la chance ou l'occasion de pouvoir comparer Louise 2004 et Louise Nature 2004, parce que c'était vraiment la particularité de ce millésime, c'est qu'on a proposé Louise en extra brut et en nature, c'est-à-dire légèrement dosé et pas dosé. Vous allez avoir deux expressions différentes de Louise. Et vous verrez l'importance de la liqueur d'expédition parce que c'est exactement le même vin, mais en extra brut et en nature. Donc, cuvée Louise existe sous deux versions finalement. Et là, on a une vision un peu experte du terroir champenois. Vous avez ces notes de citron confit, vous avez une minéralité incroyable. La minéralité, encore une fois, c'est abstrait. Il y a autant de définitions de la minéralité que d'œnologues. Pour moi, la minéralité, c'est quand on boit de l'eau minérale, c'est cette sensation dans le palais qui tapisse le palais. C'est ce qu'on va avoir ici, cette sensation un peu crayeuse dans la bouche. Après, ce qui va faire la différence, évidemment, c'est la longueur. En dégustation, ici, on parle même plus de volume, on parle plus de structure, on parle plus de finesse. C'est un peu comme… C'est tellement délicat, c'est nacré presque en bouche. Et puis la longueur, elle est infinie. Quelques secondes après, on a le vin, mais dans 30 secondes, on a toujours le vin en bouche. Il y a une longueur assez incroyable. Et alors, c'est des vins qui sont faits, évidemment, on peut prendre cuvée Louise Nature à l'apéritif, mais c'est des vins qui sont faits pour s'amuser, pour faire des dîners, pour associer des mets, parce que c'est des vins qui ont une capacité incroyable à s'associer avec des mets. Pour ceux qui aiment le champagne, n'hésitez pas à faire des repas complets au champagne. Il ne faut pas croire que le champagne est réservé à l'apéritif. C'est un vin qui peut faire l'ensemble. On le fait quotidiennement ici, on fait des dîners au champagne. Quand vous avez des vins de cette qualité, de cette texture, de cette trame, de cette matrice, vous pouvez l'associer quasiment avec n'importe quoi. C'est des vins qui sont résilients, c'est-à-dire que vous pouvez même des vins, des viandes en sauce, alors pas sur la nature, mais sur l'extra brut, c'est des vins qui sont capables d'être associés à des vins en sauce. Donc, quand vous avez un vieillissement aussi long, le vin est capable, et c'est très agréable parce que contrairement à un vin rouge qui est très puissant, alcooleux, etc., là, vous avez beaucoup de fraîcheur. Ça va en quelque sorte un peu nettoyer le palais, vous donner beaucoup de fraîcheur pendant le repas. Donc, essayez de prendre des grandes cuvées, des millésimes pendant un repas, vous verrez, c'est assez exceptionnel. Clément, j'ai eu le temps de faire un tour parce que, comme tu sais, on est en live sur Zoom, mais on est aussi en live sur Facebook. Ouais. Et donc, on a Antoine qui nous demandait si les vins de base sont-ils tous élevés en fût.
Alors non, il n'y a pas de fût, il n'y a pas de tonneau chez Pommery. Les derniers tonneaux sont partis dans les années 50. Pour une raison simple, c'est que le bois n'est pas forcément l'ami du champagne. Je vous ai parlé du style de la maison, de la fraîcheur, de la finesse. C'est un peu antinomique du bois. En fait, on ne veut pas aller chercher les arômes du bois, on ne veut pas aller chercher l'oxydation du bois. Et donc, nous, on a cherché le matériau le plus neutre possible. Et donc, on travaille en cuve inox parce que c'est le matériau idéal pour travailler le vin, à l'abri de l'oxygène. Et donc, tout le travail qui est fait à la vigne de préservation du fruit et au pressoir, il est finalement idéalement protégé dans l'inox. Si on était dans du fût, on va aller amener… Là, la vinification va changer le vin. Nous, on ne veut pas changer ce qu'on a fait à la vigne et au pressoir. Donc, on va rester dans des matériaux le plus neutres possible pour garder la qualité qu'on avait à la vigne. Alors, voilà. On essaye des nouveaux matériaux depuis 3 ans. C'est le grès, parce que le grès, il a l'avantage du bois, qui va pouvoir faire un peu de micro-oxygénation, mais il n'a pas l'inconvénient du bois, c'est-à-dire de donner des arômes boisés. Nous, on ne veut surtout pas d'arômes boisés dans nos vins. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille également un petit peu sur des micro-récipients une sorte de tonneau en grès, pour notamment une cuvée très particulière. Ici, on a ce qu'on appelle un clos. Donc, autour du château, on a le plus grand clos de Champagne, qui s'appelle les Clos Pompadour, et donc qui est fait dans ces œufs en grès parce que c'est un vin très particulier qui a une structure incroyable et qu'on peut travailler justement un peu à la bourguignonne sur les lits. Et donc, au lieu d'utiliser les tonneaux, on va utiliser ces œufs en grès. C'est super intéressant et j'apprends des choses. Tu vois, j'avais vu les cuves à Pommery dans la visite et je ne savais pas que vous cherchiez aussi à faire des tests sur de nouvelles cuves. Est-ce que tu voulais qu'on clôture sur Louise? On en a encore à dire ou comment on en est? Oui, je peux en parler toute la nuit. Donc, non, je pense qu'on a fait le tour. C'est une cuvée dans la liste des cuvées de prestige, même si j'ai dit qu'elle était au-delà des cuvées de prestige. C'est un vin qui est très différent des autres, de par sa nature, de par sa conception. C'est une cuvée qui est forcément confidentielle parce que le cahier des charges de base est tellement exigeant qu'on ne peut pas en produire beaucoup. Je vous ai parlé des 3 villages, je vous ai parlé de la sélection des parcelles, je vous ai parlé des premiers jus au pressurage, ce qui fait qu'on a un tel niveau de contrainte au départ qu'on est très limité en production. Donc, c'est un vin confidentiel. Et alors, quand on est sur cuvée Louise Nature, c'est une cuvée qui est produite à 5000 exemplaires par an. Pour vous dire le niveau de confidentialité de ce vin, on est vraiment sur un vin d'exception réservé aux connaisseurs et parce qu'on donne tout ce qu'on a, on donne le meilleur de nous-mêmes pour produire cette bouteille. 5000 exemplaires, 5000 flacons, ça veut dire qu'aux États-Unis, c'est encore moins. Donc, on peut espérer le trouver aux États-Unis. On peut le trouver, mais effectivement… Oui, je sais qu'on peut le trouver parce qu'on l'avait choisi pour ça. Donc, on peut le trouver, mais pas tout le temps, en fait. C'est ça, c'est… Parce que… Si, il y a forcément une allocation pour les États-Unis, donc vous pouvez le trouver. Il y a les deux, hein. Vous avez la Louise Nature, la Louise Nature et la Louise, je ne veux pas dire classique, mais la Louise étiquette blanche, qui est la Louise, là pour le coup, qui est un plus grand volume, c'est celle que l'on trouve partout dans le monde. Et la cuvée Louise Nature est une déclinaison de cuvée Louise, et donc elle est faite en petits exemplaires, mais il y en a quand même encore aux États-Unis, ne vous inquiétez pas. Parfait. Top. Alors, je vais peut-être couper le partage d'écran pour qu'on puisse clôturer tous les deux. Je peux le faire moi, je pense. Voilà. C'est bon. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Clément, comment on peut te suivre? Est-ce que tu as peut-être quelque chose que tu mets un peu en avant sur les réseaux sociaux ou
comment on peut suivre ton actualité? Vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est Clément Pierlot. Donc ça, si vous voulez partager un petit peu du quotidien, vous pouvez. Mais sinon, il y a le compte Instagram de Champagne-Pommery, évidemment, qui est plus institutionnel, mais vous pouvez suivre l'activité de la marque sur Champagne-Pommery, sur Facebook, mais on va dire plus sur Instagram. Et puis, effectivement, moi, je suis sur Instagram pour ceux que ça intéresse. Parfait. Et pour les visites, donc aujourd'hui, c'est auto-guidé, puisque bon, on ne sait toujours pas quand est-ce qu'on va finir cette pandémie, mais potentiellement, on pourra venir aussi rencontrer, reprendre des visites guidées à terme. Non, mais c'est possible. Hein. C'est possible, d'accord. Mais par contre, on est en format VIP, c'est-à-dire que c'est des choses sur réservation qui, effectivement, pour des groupes, on peut faire des visites guidées, mais qu'on n'est plus dans une logique comme avant où il y avait des créneaux horaires à l'avance, etc. Maintenant, c'est sur réservation, sur demande, où on fait des visites guidées. Sinon, la visite normale, c'est une visite en autonomie avec l'application Pommery. Et donc, mais sur demande, on fait évidemment encore des visites guidées. Il n'y a pas de problème. Et on peut déguster les vins sur place? Alors, chaque visite, il y a une dégustation systématique, que ce soit une visite en autonomie ou une visite guidée. Vous pouvez avoir une dégustation donc, de Brut Royal à la fin. Et puis, il y a différents formats de visite avec plusieurs dégustations selon le format de la visite. Super. Bon, bah, on a hâte. Hein. Et, merci à tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Voilà, donc on a plein de remerciements dans le chat. Donc, merci à tous. C'est un plaisir. Et puis, n'hésitez pas. Donc, si vous avez besoin de commander des vins supplémentaires, on vous a mis dans l'invitation les liens vers wine.com. C'est le site aujourd'hui où c'est le plus simple puisque vous êtes présent dans tous les États-Unis pour se faire livrer un petit peu partout aux États-Unis. Donc, vous pouvez commander les vins via les 3 liens qu'on vous a envoyés, que ce soit pour le brut, le rosé ou la cuvée Louise. J'ai plus qu'à te souhaiter un bon week-end, Clément, et puis de bonnes fêtes. À vous aussi. J'espère on pourra peut-être refaire des formats comme ça. Peut-être que tu pourras venir nous voir aux États-Unis. On pourra peut-être faire une rencontre. Ça pourrait être top. Bientôt. On a la chance de travailler un petit peu en Californie. On produit un sparkling en Californie qui s'appelle Louis Pommery California. Et donc, j'ai un petit œil dessus. Donc, j'ai bien l'intention de venir rapidement. On a été un peu sevré de voyages pendant 2 ans. Donc, j'espère que janvier 2022 sera le retour en Californie, en tout cas aux États-Unis. Eh bien, on l'espère. On l'espère. Merci à toi encore. Et puis, bon week-end à tous. Bon après-midi pour ceux qui sont aux US. À bientôt sur French. Au revoir. Au revoir.